Alors aujourd'hui, ça s'intitule « Les pathologies de la hanche, genou, cheville », mais vous saurez que j'ai considéré qu'il y avait quand même pas mal de matière et étant donné que le COVID se poursuit pour nous, donc nos confinements sont toujours actifs, j'ai donc décidé de faire une partie 1 aujourd'hui, comme je vous avais parlé initialement. Donc, je vais commencer avec la hanche, je vais défiler avec le genou, puis probablement que la semaine prochaine pour la partie 2, donc mercredi prochain, je vais ajouter un Facebook Live, mercredi à 3h30 aussi. Et on va faire la suite avec la fin du genou, la cheville, le pied, pour les fasciites plantaires et parler un petit peu de la démarche, la boiterie et ainsi de suite. Good! Alors, on commence avec tout ça et vous savez que j'aime bien vous faire un petit rappel anatomique avant de poursuivre dans mes pathos. Alors, si on fait un visuel, comme j'ai fait le visuel au niveau de la région thoraco-lombo-pelvienne, vous avez un bassin avec deux os coxaux qui est donc au centre, le sacrum. Et si je viens chercher l'articulation de la hanche, on va voir l'acétabulum. Donc, l'acétabulum qui est l'endroit où va rentrer la tête fémorale au niveau du fémur. Je vais enlever ceci. Donc, ma tête fémorale est vraiment ronde. Et la tête fémorale va faire quoi? Va venir s'installer, s'emboîter au niveau de l'acétabulum pour l'os coxal et permettre les mouvements. J'aimerais que vous portez votre regard versus l'articulation de l'épaule. Quand je vous ai parlé à l'épaule, vous pourrez constater que l'emboîtement de la hanche est beaucoup plus importante, beaucoup plus grande que l'articulation de l'épaule. Et donc, moi, j'aime enseigner avec une certaine logique. Si je suis donc mieux emboîtée, il sera donc plus difficile, excusez-moi le mot, mais de me déboîter. Donc, quand je dis je me suis déboîté l'épaule, c'est une luxation ou une subluxation. Sachant que mon articulation de la hanche, je suis mieux emboîtée, vous pouvez déjà imaginer que les luxations de la hanche, c'est pas qu'elles sont impossibles, mais comme l'articulation est beaucoup plus stable, elle sera donc plus difficile à luxer ou à subluxer. Ça va? Good. Alors, dans cette articulation-là, qu'on appelle l'articulation coxo-fémorale, nous avons les mouvements, si je me mets dans les... je ne parlerai pas des plans, je vais faire capoter mes étudiants. Alors, je vais faire un mouvement soit de flexion de la hanche ou de l'extension de la hanche. Si je voulais faire un vrai mouvement comme complètement ensemble avec l'iliaque, quand je fais une flexion, rendu à un certain degré de la flexion, il faut que vous voyez que mon iliaque va faire ce qu'on appelle une rotation postérieure de l'iliaque qui va donc améliorer le mouvement de la flexion de la hanche. Et à l'inverse, bien sûr, donc je vais mettre mon bras pour que vous puissiez mieux me voir. Si je fais une extension qui est le mouvement vers l'arrière, je vais donc faire, ça va stimuler un mouvement de rotation antérieure de l'aile iliaque pour accompagner le mouvement. De ça, j'ai les mouvements où est-ce que j'écarte, qui sont les mouvements de abduction de la hanche, et j'ai les mouvements de adduction qui s'additionnent vers le centre. Et comme je suis confrontée à un autre membre inférieur, on s'entend, comme à l'épaule, que mon mouvement d'adduction sera soit combiné à un mouvement de flexion-adduction vers l'avant ou extension-adduction vers l'arrière. Et les deux derniers mouvements qui sont les mouvements de rotation latérale, où est-ce que vous allez voir que la tête humérale va avancer vers l'avant, sauf qu'on ne la voit pas, la tête humérale, quand on fait l'articulation. Il faut que vous voyez que le cuisse, donc le fémur, va regarder vers l'extérieur pour une rotation latérale de votre hanche et une rotation médiale. À même titre qu'à l'épaule, où est-ce que je vous ai fait
fléchir le coude pour faire des mouvements purs, ben à la hanche, je fais la même chose, c'est-à-dire, pour avoir un mouvement pur de mon articulation, je vais donc faire genou fléchi. Je ne sais pas si vous allez me voir, mais j'ai le genou fléchi. Et faites attention parce que lorsque le pied sera à l'extérieur, ça veut dire que mon fémur, pendant que le pied est à l'extérieur, mon fémur tourne en médial, pour la rotation médiale, et quand le pied va vers l'intérieur, ben, la cuisse regarde vers l'extérieur, qu'on appelle des rotations latérales. Alors, même chose, lorsque vous vous ramassez en couché ventral ou en couché dorsal, ben, toujours garder pied intérieur, cuisse extérieure, pied extérieur, cuisse intérieure. C'est la direction de la cuisse qui fait le roulement de la tête, soit en rotation médiale, la tête s'en va vers l'arrière, et en rotation latérale, la tête s'en vient vers l'avant. Ça marche? Alors ça, c'est pas mal les mouvements qu'on a au niveau de la hanche. Ah oui, en même temps, il faut voir que lorsqu'on fait une rotation latérale, les tubérosités au niveau du bassin, les tubérosités ischiatiques, quand je fais une rotation latérale, se rapprochent. Donc, se rapprochent. Ça veut donc dire que les crêtes iliaques en haut vont s'ouvrir un petit peu plus. Et quand je fais une rotation médiale, ça ouvre l'espace entre les deux tubérosités ischiatiques. Donc, à ce moment-là, ça va rapprocher. Alors, si j'ouvre, je rapproche. Je suis correcte. Je vous dis ça parce qu'à l'épaule, je vous ai parlé que si j'ai une problématique à l'épaule, il ne faut pas avoir des œillères et rouler avec épaule, 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 sachant que l'épaule a une action avec la scapula et la clavicule, les côtes, plus la mobilité cervicale basse et thoracique. Vous pouvez penser aussi comme ça pour la hanche. Ça veut donc dire, quand vous avez un problème au niveau de la hanche, il n'est pas impossible que j'ai un problème à la région lombaire, à la région lombosacrée ou à la région sacro-iliaque avec les mouvements donc que je viens de vous dire. Ça marche? C'est correct, maman? Oui. OK. Good. Donc, si je commence avec les pathologies diagnostiquées avec laquelle un client arrive chez vous, lorsqu'il a eu son diagnostic, et qu'il vient vous voir ou qu'il a vu d'autres thérapeutes, puis il vient combiner votre travail avec vous, il vient simplement vous voir et que vous avez une prescription médicale à laquelle vous voyez le mot tendinite, ben j'ai plusieurs muscles qui peuvent être tendus. Ça marche? Donc, ou irrité, une tendinite, c'est plus inflammatoire, mais j'ai parlé l'autre fois dans une atteinte d'un tendon, c'est donc une structure qui est contractile. Ça veut donc dire que le client va émettre des symptômes ou de l'inconfort lorsqu'il va créer l'action de ce muscle-là ou, à l'inverse, quand il va l'étirer passivement parce que ça fait une contrainte sur le tendon dans les deux cas et qu'il y aura un symptôme de perçu à la suite de ça. Et nous, en tant que massothérapeute, lorsqu'on arrive sur le muscle, le corps du muscle qui est en inflammation, quand un muscle est tendu, je vous ai parlé qu'il raccourcissait, donc augmentait la traction sur son tendon qui stimulait une irritation. Donc, ne perdez pas ça comme vision. Si votre client a beaucoup de douleur quand il marche, alors c'est le mouvement, ou quand il fait une action précise, c'est pourquoi que la connaissance de vos actions musculaires seront importantes. Donc, les muscles les plus souvent atteints au niveau de la hanche, plus sous forme de tendinite, vous avez bien sûr le doigt fémoral à son attache. Le sartorius, sa fréquence est un petit peu moins là. Il y a le psoas ou le psoas iliaque. Alors, dans les deux cas, psoas et doigt fémoral, dans les deux cas, les deux font une flexion.
Par contre, le doigt fémoral fait une flexion pure au niveau de la hanche. Alors, si la douleur est à la flexion de la hanche combinée à une extension du genou, j'aurais tendance à vouloir penser que mon doigt fémoral semble être plus atteint qu'un psoas. À l'inverse, le psoas, étant donné qu'il fait la flexion de la hanche et la rotation latérale, et ma personne semble avoir un symptôme dans ces mouvements-là, je vais aller me diriger vers le psoas. Et lors de mon massage, je percevrai des tensions variables, tout dépendant de l'atteinte au niveau du muscle, dans le corps du muscle, de ces tendons-là. Alors, il restera à vous de bien travailler la zone pour activer énormément la circulation sanguine et permettre après de venir travailler votre trigger point et de faire des allongements ou des étirements en douceur dans l'objectif de relâcher tout simplement la tension dans le muscle qui sera atteint. Good. Je vais même aller vous dire, on n'a pas tendance à penser que l'attache en haut, au niveau de la tubérosité ischiotique, des ischios, et particulièrement au niveau des semis, les semis dans le trigger point font vraiment une douleur référée à la tubérosité ischiotique. Et je vous raconte ça parce que c'est trop drôle. J'ai eu une cliente à un moment donné qui a été en arrêt de travail pour un certain temps parce qu'elle travaillait en position assise et qu'elle avait une douleur fulgurante en dessous, au niveau de la fesse, en bas là, du pli fessier, puis près de la tubérosité ischiotique. Et elle avait fait des approches qui avaient donné un certain résultat, mais pas autant qu'elle voulait. Et la madame, quand j'ai écouté ce qu'elle me dit, elle a fini en me disant « Moi, j'aimerais ça que vous me touchiez là. » Ben, OK. Est-ce que je me suis estimée avec ma cliente? Pas du tout. On ne s'était jamais rendu jusqu'à la tâche de la tubérosité ischiotique pour elle. Et elle avait le sentiment que si je m'adressais aux structures dans cette zone-là, que ça allait lui faire un grand bien. Ben, c'est garanti que j'allais faire du bien, rien qu'en allant me diriger sur ces tensions et travailler à l'origine de sa douleur qui était à l'attache de son semis. Ben, écoutez, la madame, ça lui a fait vraiment un grand bien. Et puis, quand elle est partie, moi, je lui ai suggéré de se faire de la chaleur, de l'automassage et d'étirer ses ischio-jambiers. Fait que je fais toujours des suggestions, je vous rappelle, et je l'ai invitée, comme à travailler en position assise, de bien vouloir s'aider en se levant régulièrement de son travail. Je dis souvent aux clients, allez faire un petit pipi, un petit verre d'eau, un petit quelque chose, pour bouger, pour changer les chaînes qui sont incrustées dans la position de travail. Je vous rappelle, souvent les gens rentrent au travail à 8 heures, se lèvent à 10 heures, pause pipi, pause café, pause verre d'eau, se rassoit 15 minutes plus tard pour se relever à midi. Alors, on n'est pas loin du 4 heures en ligne, ce qui est extrêmement difficile sur les contraintes et sur les charges du corps en général. Et je vous rappelle que la position assise est la position la plus néfaste pour le corps humain. Ça marche? Alors, dans les tendinites, vous pourrez aller voir ces muscles-là. Vous avez aussi, oui, la chaise à ballon, je vais en parler à la fin. Là. Toutes ces suggestions-là que vous avez sont excellentes. Moi, je suggère la pastille. La pastille, parce qu'elle est moins grosse à apporter. Ceux qui font de la pastille, des propriocepteurs de la cheville, elle ça d'épaisse, puis elle a la grosseur de mon assise, fait que ça s'apporte facilement sous le bras, et la personne met la pastille sur sa chaise et va travailler en fonction d'être en équilibre sur sa chaise, et ça stimule énormément ses stabilisateurs, c'est vraiment génial. Donc, dans les tendinites, dites-vous une chose, tous les tendons qu'il y a à l'articulation de la hanche peuvent être donc en inflammation pour une tendinite. Qu'est-ce qu'on va rencontrer souvent? C'est plutôt de grandes tensions musculaires qui vont stimuler des trigger points ou des points gâchettes
et faire leur douleur référée. Et un qui est extrêmement sollicité et un peu mal. Les pastilles se trouvent dans des équipements qui se vendent pour des prothèses-orthèses, ceux qui vendent de l'équipement pour les chiro, les physios, les ostéos, les équipements médicaux, vous devriez trouver cela. Ah, puis même, je pense fortement, Walmart, Canadian Tire, ils ont tout ça maintenant. Donc, je reviens à le moyen fessier. Le muscle moyen fessier étant le stabilisateur au niveau du bassin dans le sens transversal. Donc, à chaque fois que vous êtes en appui sur un membre inférieur, le moyen fessier doit être fort et faire son travail pour empêcher de l'instabilité au niveau du bassin. Alors, il est souvent sursollicité et aussi les grands fessiers. Le grand fessier, dû à la position assise, il est allongé toute la journée, donc extrêmement fatigué. Ça va? Et ces deux muscles-là, vous irez voir ces douleurs référées, c'est vraiment dans la zone de la hanche, pas mal. Donc, désengorger le système musculaire à ce niveau-là va les aider vraiment beaucoup. Donc, à la suite des tendinites, j'ai aussi ce qu'on appelle des bursites. Alors, la bursite, c'est une petite structure fine, comme une petite poche de sac, qui est placée, oui, la vidéo, elle sera toujours enregistrée, qui est placée à des endroits stratégiques pour enlever de l'irritation. Les bourses sont là pour protéger des structures. Il y a 3 bourses possibles que vous pouvez porter à rencontrer ou le diagnostic qui est assez grand. La plus grande, c'est la bursite trochantérienne. Alors, la bursite trochantérienne se situe au niveau du grand trochanter. Et s'il vous plaît, le grand trochanter n'est pas l'articulation de la hanche, c'est le grand trochanter, avec plusieurs attaches, donc tous les groupes fessiers s'attachent sur le grand trochanter, parce que l'articulation est beaucoup plus profonde, plus loin. Donc, il y a la bourse trochantérienne, il y a la bourse à l'attache de l'iliopsoas et il y a la bourse de la tuberosité ischiotique, qui est en dessous ici, et qui est beaucoup moins fréquente. Ça va? Oui? Oui. Alexandra vous répond aux questions logistiques. OK. Donc, qui est beaucoup moins fréquente. Par contre, moi, je l'ai rencontrée, j'ai fait du domicile en massothérapie pour les personnes quadraplégiques. Alors, les personnes quadraplégiques sont de façon générale alitées avec un lit d'hôpital qui se monte, mais vont se faire installer dans leur fauteuil. Et malheureusement, les quadraplégiques n'ont plus de muscles fessiers et s'ils sont assis, avec moindrement un point d'appui qui est inconfortable ou trop présent, va stimuler la tuberosité ischiotique. C'est l'endroit que j'ai le plus rencontré. Sinon, je peux avoir rencontré une bursite de la tuberosité ischiotique chez des personnes qui sont maigres et qui ont tendance à être assises sur une structure dure. Alors, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile et la compression peut irriter la bourse. Alors, la bursite du psoas va être déclenchée généralement lorsqu'elle est comprimée. Alors, je peux la comprimer quand? Vous savez, les gens, quand ils font une flexion de la hanche, puis ils me disent « Oh non, ça me fait mal ici en dedans », souvent, il y a une compression au niveau de la bourse. Alors, à ce moment-là, vous faites quoi? Au lieu que le genou reste là, vous allez l'ouvrir un petit peu pour amener le genou en flexion. Et à ce moment-là, le client aura beaucoup moins de symptômes dans cette zone-là. Alors, soit qu'il y a une tension trop importante, trop grande au niveau du psoas qui peut comprimer la bourse, ou lors du mouvement d'extension. Alors, une bursite, une bourse peut être comprimée dans l'action ou dans l'allongement du muscle et qui donnera une réponse de douleur à ce moment-là. Et souvent, la caractéristique, comme c'est une structure qui est inerte, la douleur est beaucoup plus présente au repos. La majorité
des gens que vous allez rencontrer avec un diagnostic de bursite, c'est vraiment, vraiment la bursite trochantérienne. La bursite trochantérienne est dans la zone entre le trochanter, grand fessier, moyen fessier. Et les douleurs les gens ont souvent la douleur la nuit quand ils sont couchés dessus, lorsqu'ils passent la position assise à debout, lorsqu'ils vont marcher, lorsqu'ils vont s'asseoir jambes croisées. Alors, c'est toutes des choses qui étirent la musculature. Généralement, les gens qui vont vous consulter auront eu, de par leur médecin, une phase d'anti-inflammatoire et même plusieurs ont eu ce qu'on appelle l'infiltration à la cortisone, qui est la bursite trochantérienne, elle est très infiltrée. Moi, je trouve que c'est une des bursites assez fréquemment infiltrées. Et qu'est-ce que je trouve drôle? C'est malgré tout ça, on dirait que les symptômes du client changent peu. Tantôt, je vous ai parlé que les attaches au niveau du grand trochanter, donc grand fessier, moyen fessier, piriforme et petit fessier, s'attachent vraiment, vraiment au pourtour. Et je vous ai parlé de grande tension de ces muscles-là. Donc, moi, je vais avoir tendance dans mon massage à descendre à l'insertion des muscles pour aller voir. Et souvent, quand j'arrive, les gens vont me dire qu'il y a vraiment un inconfort dans cette zone-là. Et je pourrais constater la tension dans ma fibre musculaire qui pourrait faire une impression de douleur au niveau de la bourse. OK? Donc, couché dessus, je comprime, oui, la bourse, mais aussi je peux comprimer les attaches de muscles qui pourraient donner cette douleur-là. Alors, si à l'origine, j'ai été investiguée et j'ai eu des soins versus une bursite et que cette approche-là n'a pas fonctionné, il faut aller voir autre chose. Donc, je vous invite à aller voir vraiment les attaches du groupe le fessier. Et on sait très bien que ces muscles-là, grand fessier, moyen, petit fessier et piriforme, sont extrêmement tendus, même voire les pelvis trochantériens. Donc, qui pourraient fausser un peu la donnée sur la bursite trochantérienne. Autre chose, amusez-vous à aller voir la douleur référée du tenseur du fascia lata. Corps musculaire qui passe en avant. Donc, mon articulation, et vous voyez la petite fosse-là ici? Donc, cette fosse-là est vraiment la place parfaite pour le corps du muscle et qui va descendre. Donc, le tenseur du fascia lata qui est souvent extrêmement tendu. Pourquoi? Parce que le moyen fessier est souvent faible. Donc, le TFL vient compenser par la faiblesse du moyen fessier, augmente sa charge et amène de la tension qui fait une douleur référée. Et la douleur référée, je vous le dis, là, du TFL est directement là. Si je répète les bourses, alors il y a 3 bourses. La moins fréquente, la bourse de la tuberosité ischiotique, la bourse au niveau du psoas et la bourse au niveau du grand trochanter, donc on appelle la bourse trochantérienne. Alors, pour la bourse au niveau trochantérienne, je continue. Alors, adressez-vous vraiment au tenseur du fascia lata si vous avez l'impression que votre groupe le fessier n'est pas si tendu. Allez avec des processus d'élimination. Notre métier est senti, là. Je ne m'en vais pas dans des muscles sans percevoir quelque chose. Je place ma main. Si on veut, j'écoute mon tissu, je brasse, je vois la superficie, le derme, le fascia, et je vais rentrer aussi dans la fibre musculaire pour aller voir la qualité de la tension. Ça va? Alors là, je vous ai parlé des fessiers, du tenseur du fascia lata, mais je vous en supplie, allez vraiment voir la charnière dorso-lombaire dont je vous ai parlé
dans le thoraco-lombo-pelvien, la charnière dorso-lombaire qui se situe entre le T11 et le L2, une branche nerveuse, stimule une douleur référée dans la zone du grand trochanter. Donc, à ce moment-là, si vous n'avez pas de tension au niveau du groupe le fessier, procédez par élimination. Allez voir plus haut, allez voir la charnière dorso-lombaire. Et sinon, alors là, j'arrive, bien sûr que mon L3 passe un petit peu plus en avant du grand trochanter, le L4 plus latéral antérieur au niveau de la hanche, et vraiment latéral, vous avez du S1. Alors, j'ai quand même aussi cette zone-là où est-ce que je pourrais aller voir avec une bourse qui ne semble pas vouloir donner de résultats à la suite d'investigations du médecin ou d'autres intervenants du domaine de la santé. Alors, je vous éveille à aller voir ces muscles dans cette région-là. Good pour ça. Douleurs à l'aine, donc les douleurs inguinales. Les douleurs inguinales viennent, si je regarde la zone dans cette région-là, c'est vraiment les adducteurs. Alors, le groupe des adducteurs s'attache sur la crête pubienne, sur le pubis et sur la branche ischio-pubienne. Donc, il est normal que la musculature dans cette zone-là, si elle est tendue ou a été étirée à la suite d'un sport, de stop and go, les gens en soccer, quand on pourra en faire, les gens en patin, les mouvements en ouverture, en ABD vont allonger, mais je break et je me repars rapide vient faire un allongement des adducteurs et s'il vous plaît, ne pas négliger les mamans qui auront accouché lors de l'accouchement avec un mouvement d'ouverture trop forcé. Alors, enregistrez que ce mouvement d'ouverture trop forcé peut se faire à un autre endroit qu'à l'accouchement. Fait que soyez créatifs, là. Parfois, il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à vous dire comment est-ce que sa douleur aura débuté. C'est une possibilité. Donc, faites votre visuel. Donc, j'allonge vraiment la musculature et je traque là-dessus. Et que là, à ce moment-là, j'aurai des douleurs. Donc, le groupe des abducteurs vont me faire une douleur vraiment référée dans l'aine. Sinon, bien sûr, qu'il y a la zone de la symphyse pubienne qui va donner des douleurs dans cette région-là. Et la charnière dorso-lombaire s'en va direct aussi au niveau de l'aine. Puis, les arthroses coxo-fémorales que je vais vous parler tantôt vont donc aussi venir dans cette zone-là. Trochantérienne, ilio-psoas et tuberosité sciatique. Oui, c'est ça pour les bursites. Donc, ça, c'est les douleurs à l'aine. Alors, je récupère les adducteurs, ça va. La branche nerveuse de la zone de la charnière dorso-lombaire va s'en aller dans cette zone-là. La symphyse pubienne peut donner. Bien sûr que les organes génitaux pourraient aussi faire des douleurs référées dans ces zones-là. Et de l'arthrose à l'articulation coxo-fémorale fait vraiment une douleur dans le centre que je vais vous parler tantôt. Good! Les hanches à ressaut. Alors, une hanche à ressaut, c'est donc dire que lors de certains mouvements, le muscle, souvent trop par sa tension, trop tendu, glisse mal. En général, c'est sur une structure osseuse ou peut-être un ligament. Les hanches à ressaut, vous allez entendre des clocs. Ça fait vraiment un cloc. Moi, j'ai ça dans ma hanche parce que mon psoas droite est tout simplement rétracté. Et lorsque je suis longtemps en flexion ou que je fais des mouvements où est-ce que je raccourcis beaucoup le psoas et je l'allonge, à chaque fois que je l'allonge, j'ai un cloc qui se fait. Ou en ouverture qui pourrait se faire aussi. Alors, les muscles qui sont possibles d'être en cause dans un diagnostic d'une hanche à ressaut sont psoas iliaque,
TFL, vraiment le TFL de par sa tension. Le TFL, la manière dont que je vous ai dit qu'il passe, il passe légèrement en avant du grand trochanter et de par sa tension et son tractus qui descend jusqu'en bas, lors des mouvements de flexion, extension de la hanche, une possibilité d'avoir un ressaut au niveau du grand trochanter. Et l'autre ressaut possible est le droit fémoral par son attache à l'épine iliaque inférieure, antérieure, inférieure, au niveau du bassin. Mais personnellement, je pense, en tout cas dans ma pratique, le plus souvent que j'ai vu, c'est les tensions des muscles psoas et TFL. Ça, c'est pour les hanches à ressaut. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Je vous parle rapidement du labrum. Le labrum, c'est quoi? Pour les anciens, c'est le bourrelet glénoïdien. Et le bourrelet glénoïdien, c'est comme, excusez-moi le mot, c'est comme un washer qui est rond, à laquelle je viens placer par-dessus, tout sur le sourcil ici, au niveau du cartilage de l'acétabulum, je place le labrum qui augmente la concavité acétabulaire pour l'emboîtement de l'articulation coxo-fémorale, la même chose qu'on a eu à l'épaule. Alors, les labrums, il peut y avoir des lésions congénitales. Généralement, les gens vont s'en rendre compte et en consultant, vont se faire opérer. Sinon, ben, c'est des mouvements de grande ampleur ou rapides et brusques qui, par le mouvement, va accrocher le labrum et avoir une possibilité de le déchirer. Le labrum augmente donc la stabilité de l'articulation et lorsqu'il y a présence de déchirure du labrum, les douleurs sont vives, vraiment fortes, particulièrement la nuit, lors du mouvement qui sera néfaste pour la partie du labrum qui sera déchirée. Il y a une sensation d'instabilité dans l'articulation et, je l'ai oublié, une douleur. Ah oui, c'est trop drôle. Il y a un son lorsqu'il y a une lésion de labrum, et ça, je vous le dis parce que c'est un client qui me l'a dit. C'est pas un clouc. Le clouc, c'est les réseaux qu'on a parlé tantôt. C'est comme un clic-clic. C'est drôle, hein? On dirait qu'on a de l'air à des garagistes, là. Mais c'est comme un clic-clic avec mêlé à de l'instabilité, beaucoup de douleur, qui peut être une lésion du labrum. Écoutez, généralement, les gens auront été vus par un médecin spécialiste et en physiothérapie. Et là, tout dépendant si le médecin décide d'opérer ou non la personne avec la lésion du labrum. Puis, vous pouvez donc accompagner le travail au niveau de la physiothérapie par tout le travail musculaire. Je vais vous en parler tout de suite, mais dites-vous une chose, une atteinte à la hanche ou au genou ou à la cheville, il y aura de la boiterie souvent qui va être accompagnée inconsciemment par rapport au client parce qu'il y a une souffrance lorsqu'il fait une mise en charge. Alors, on fait quoi? C'est le corps, c'est un champion de la compensation. Il va faire quoi? Il va donc transférer son poids de l'autre côté. Alors, j'apprécierais que vous pensiez voir amasser tout le bassin, toute la région lombaire et donner du temps et de l'amour à la jambe qui fait une surcharge de travail parce qu'elle porte la majorité du poids, étant donné la souffrance qui est de l'autre côté. Alors, vous savez qu'en massothérapie, on peut travailler du global, ce qui amène un apaisement et un grand confort dans le corps de votre client. Ça, c'est très aidant. N'oubliez pas ça. Alors, le labrum, c'est quelque chose à laquelle on est restreint pour nous, à part de soulager les tensions musculaires, qui aura été ou stimulé par la boiterie ou quelque chose comme ça, mais on appelle ça un problème mécanique dans le char. Fait que généralement, il faut que ça soit investigué en physio, avec des spécialistes, des orthopédistes, des physiatres, des médecins de médecine sportive, ainsi de suite. Ça va?
Alors, on arrive à la luxation. La luxation de la hanche est vraiment assez rare, étant donné le bon emboîtement. Lorsqu'il y a une luxation au niveau de la hanche, il y aura eu un traumatisme important. C'est-à-dire, généralement, c'est parce que la hanche est positionnée en flexion et souvent parce qu'elle est plus postérieure, donc en flexion et en adduction et la rotation latérale. Et le plus bel exemple, si les personnes que vous pouvez rencontrer qui auront eu un diagnostic, c'est des gens qui sont un helper, un passager dans la voiture et qui roule en étant avec une jambe croisée en avant et qui a un accident, un impact où est-ce que votre véhicule entre dans le véhicule d'en avant, eh bien, le traumatisme qui sera pris au niveau du genou fera un impact important et donnera la possibilité. Et c'est aussi simple que c'est, on s'en va à l'hôpital avec ça et c'est une réduction à l'hôpital. Et généralement, les gens sont suivis en physiothérapie parce qu'il existe un protocole à la suite de ça, parce que j'ai la capsule, j'ai les ligaments qui ont été tirés. Parfois, il peut y avoir des lésions du labrum, comme peut-être des fractures ou des fragments osseux au niveau de l'acétabulaire. Fait que c'est quand même assez suivi, plus dans le domaine de la médecine, mais souvent, vous allez peut-être avoir ces clients-là dans des chronicités. Eh bien, vous allez aller dégager toutes les tensions musculaires ou pourtour de ça. Ça va? Chose à laquelle vous allez rencontrer, par contre, très fréquemment, c'est donc la coxarthrose, qu'on appelle communément l'arthrose au niveau de la hanche. Elle apparaît généralement à 50 ans et plus. Souvent, l'impact est fait dans ce qu'on appelle la partie supérieure de l'articulation coxo-fémorale avec la mise en charge et la compression d'avoir cette possibilité-là d'être comprimé dans ce que j'appelle le plafond du cotyle. La caractéristique de l'arthrose, c'est la même chose que tous les gens qui font de l'arthrose. Alors, si un client vous consulte avec coxarthrose ou arthrose au niveau de la hanche, il y aura donc de la raideur articulaire, particulièrement au lever le matin, particulièrement lors des premiers pas de marche à la suite d'une position immobilisée longtemps, et donc, le repos va être néfaste, ou je décide que je pars, je marche, puis je marche, puis je marche, puis je fais une randonnée pédestre, puis la douleur à hanche arrive, puis je fais « oh, c'est pas grave, je continue ». Donc là, j'ajoute une condition inflammatoire à l'arthrose et qui là, je perçois des douleurs. Les mouvements, aussi simples que de mettre sa chaussette le matin, parce que les gens sont raides. Alors, vous allez voir que les gens vieillissants, particulièrement les personnes âgées, qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'ils vont se pencher à leurs pieds pour pouvoir mettre leur bas au lieu d'amener le pied à la hauteur du bassin pour pouvoir mettre son bas. Souvent, les mouvements limités seront les mouvements rotatoires, beaucoup plus. On a tendance à voir la rotation médiale plus limitée que la rotation latérale, les abductions et la flexion en dernier. Et tantôt, je vous ai dit que la douleur est donc dans, la douleur ou la raideur est dans l'articulation. Donc, elle n'est pas dans la zone du grand trochanter. Ça marche? C'est ce qui fait que si je me place debout, ma douleur sera au niveau de l'aine. Ça va? Vraiment. Et donc, dans la région de l'aine, la personne va vous décrire vraiment de l'inconfort, de la raideur en profondeur et particulièrement lors de mouvements. Alors, les dames qui vont aller faire du yoga,
avec prendre la position lotus. Il y en a beaucoup qui ne seront pas capables. Ils vont mettre des coussins ou des blocs en dessous des genoux, en dessous des cuisses pour diminuer ce mouvement-là, étant donné que c'est trop douloureux. Je me suis amusée à regarder les relations des fascias avec les problématiques à la hanche et les gens qui arrivaient avec de l'arthrose au niveau de la hanche. Je trouve souvent les gens, c'est souvent des gens, là, moi je suis quand même rendue à 52 ans, fait que c'est des gens qui ont aux alentours de 60, 70. Ben, dans ce temps-là, il y avait des chirurgies au niveau des viscères, donc dans la région abdominale, avec de grandes cicatrices. Alors, moi, je trouve ça intéressant, regarder vraiment la région abdominale et s'il y a la présence d'une cicatrice, de bien vouloir assouplir les adhérences de cette cicatrice-là, qui peuvent faire des contraintes sur le mouvement au niveau de la hanche. C'est intéressant, vraiment, là, après avoir fait ma formation en viscérale, en ayant des outils pour m'aider à donner de la mobilité dans mes tissus mous, ben j'ai adhéré à ça, puis ça vraiment. Alors, les dames avec les césariennes, les gens qui ont quand même eu une opération à l'utérus, même si c'est par la laparoscopie, c'est-à-dire au niveau du nombril, c'est juste des petits trous, mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas des adhérences en profondeur en dessous, dans la pourtour du nombril qui peuvent faire dans ces zones-là. Ceux qui travaillent avec les ventouses au niveau abdominal peuvent aussi être géniales pour pouvoir pratiquer dans ces zones-là. Fait que, allez voir vraiment ça. Et qu'est-ce que vous allez peut-être rencontrer souvent? C'est les gens qui ont eu une prothèse totale de hanche. Alors, les personnes s'amusent à dire que j'ai une hanche artificielle. Et on fait quoi? Généralement, c'est qu'on coupe au niveau du col fémoral et on enlève la tête et on entre une prothèse totale. Donc, c'est du polycétylate, si je ne me trompe pas. C'est pas du métal parce que c'est pas lourd. Soit qu'on change juste la tête fémorale, ou on peut aussi changer à l'intérieur au niveau de l'acétabulum. Ça marche? Soyez assurés. Aujourd'hui, les gens, c'est génial. Moi, il y a 30 ans, les gens restaient allongés longtemps. Aujourd'hui, c'est levé dans la même journée. Ils sont suivis la journée même en physiothérapie. Il y a vraiment un protocole post-opératoire à respecter pour la prothèse totale de hanche. Et généralement, il y en a même un préopératoire parce qu'on va suggérer des exercices de renforcement pour que le muscle, à la suite de ça, soit capable de mieux réagir et revenir à sa tonicité plus facilement post-opératoire. Donc, les gens sont envoyés en physio, ainsi de suite. Souvent, moi, j'accompagne le travail des physios avec la prothèse totale de hanche parce que je vais venir travailler, bien sûr, la chose quand c'est possible, quand j'ai une belle cicatrice fermée, bien cicatrisée, mon travail, ce sera tout simplement d'enlever la congestion cicatricielle dans vraiment au niveau de la plaie. On a eu en kiné, en client stage, une étudiante qui avait un monsieur qui allait super bien, qui était suivi en physiothérapie, ça allait super bien. Il était resté avec une douleur et une insensibilité à la partie latérale de sa hanche. Et nous, on a fait l'approche à la cicatrice et toute la musculature au pourtour. On a enlevé la décongestion, on a amélioré la flexibilité de la cicatrice et cette dernière sensation d'inconfort, de symptômes qui persistaient a été résorbée et le monsieur était vraiment super content de l'efficacité de la massothérapie pour désengorger ces structures-là. Donc, ils sont envoyés sur des protocoles de prothèse totale de hanche, c'est super, mais vous pouvez, après un certain temps, quand votre client sera fonctionnel, qui va se déplacer avec une canne, qui peut marcher, et qui aura le OK, soit de la physio ou de son médecin, vous pouvez vraiment l'accompagner au niveau de là. Et on va donc nous stimuler l'activation de la circulation sanguine globale
au niveau du membre inférieur. En enlevant les tensions, ça aide aux muscles à mieux travailler. Donc, avec les exercices du physio qui ont été suggérés, avoir un meilleur résultat, une meilleure tonicité de la contraction au niveau du muscle. Et nous, bien sûr, comme je vous disais tantôt, on va passer au niveau du bassin, au niveau de la région du côté opposé. On va donner de l'amour aussi dans le membre inférieur de l'autre côté, qui va vraiment aider à désengorger beaucoup. Ça, c'est généralement ce que c'est que vous allez rencontrer. Puis juste à titre informatif, c'est rare que vous allez les voir, mais souvent on a des parents ou des grands-parents que vous allez entendre qui ont donc eu une fracture au niveau du fémur et c'est souvent au niveau du col fémoral. Donc c'est ici, c'est lui qui prend la charge avec le bassin. C'est comme un certain bras de levier. Et malheureusement, dans la configuration osseuse, il y a comme une faiblesse dans cette zone-là qui a tendance à fragiliser l'os. Et bien sûr, les personnes âgées en vieillissant n'ont pas la même qualité, la même densité osseuse, ce qui les amène à être plus fragiles. Donc, si vous entendez parler du col fémoral, c'est là. Puis sinon, bien, ceux qui ont eu des fractures au niveau diaphysaire, au niveau du fémur, bien, ils ont des plaques et vis qui sont placées soit au niveau de la diaphyse, tout dépendant où sera la fracture. Bien sûr, c'est un protocole qui est suivi en physiothérapie. Et tout dépendant des cicatrices ou des tensions qui sont là-dedans, on peut très bien venir désengorger ces structures-là. Pour terminer, donc, avec l'articulation de la hanche, je veux juste vous dire, je vous rappelle que la hanche peut avoir une douleur référée qui provient de la charnière dorso-lombaire entre le T11 à L2, le lombo-sacré, hein, le L4, L5, S1, et aussi, vous avez des hernies inguinales. Alors, l'hernie inguinale, il y a un triangle de Scarpa qui est délimité à l'extérieur par le psoas, à l'intérieur par le pectiné, et en haut par le ligament inguinal. Il y a un triangle là où passe nerf, artère, veine, et il y a comme une certaine fragilité. Il y a une partie de l'intestin qui peut sortir dans cette zone-là, qui est quand même assez souffrant. Généralement, les gens sont accompagnés par la médecine et la majorité doivent subir une opération. Pouvez-vous répéter le temps post-chirurgie? Problème total de hanche. Ils vont commencer à travailler. Après quand? Moi, j'ai tendance à... Ça va dépendre. Je n'ai pas le protocole parce qu'à chaque semaine, il y a un protocole qui est respecté par les physios. Et avec un temps de degré de mouvement, pas de mise en charge. Je ne peux pas vous dire exactement le temps, sinon je fais des recherches sur Internet en faisant protocole post-opératoire d'une prothèse totale de hanche. Certains hôpitaux qui en font vont mettre leur protocole ou certains cliniques de physio vont le mettre. Honnêtement, je n'en ai pas le protocole exact. Je vous ai dit que je travaille en collaboration avec les physios, fait que généralement, quand un client va venir chez moi, bien, premièrement, il faut qu'il soit capable de descendre des escaliers. Il faut qu'il soit fonctionnel parce que j'ai des escaliers à ma clinique, malheureusement. Et il faut qu'il soit capable de faire une certaine mise en charge. Et bien sûr, que votre plaie soit fermée et non infectieuse, qui vous permet de masser et d'aller drainer toutes les structures. Mais je ne peux pas vous dire exactement le temps. Sincèrement, je vous réfère parce que c'est pas dans notre possibilité de suivre le protocole. Alors, ça me fait plaisir. On travaille en collaboration avec les autres. Fait que quand mon client est fonctionnel, je vais le prendre puis je vais l'accompagner en le désengorgeant au niveau des structures qui va faciliter sa réhabilitation avec les physiothérapeutes par le fait même. Good? L'arthrose au niveau de la hanche, est-ce possible juste d'un côté? Oui. Oui. Alors, l'arthrose, généralement, l'arthrose va se développer souvent sur l'articulation dominante. Moi, je suis doigtière. Faites juste regarder les doigtiers, puis amusez-vous, là. La majorité des gens ne se tiennent pas sur leurs deux jambes. On a tendance à se tenir plus sur une jambe. Ça va? Et si en plus de ça, mettons, et c'est parce qu'on n'est pas arrêté à ça. Mettons que je passe à quelque part,
puis il y a quelque chose qui m'énerve, puis je décide que je le pousse avec mon pied, c'est d'emblée mon pied droit qui est mon membre qui est sursollicité. Donc, souvent, l'articulation qui est le plus sollicitée aura tendance à développer un petit peu plus d'arthrose. Et malheureusement, tout dépendant, vous savez que les prothèses totales de hanches sont opérées tard. Moi, dans ma famille, j'ai ma soeur de 58 ans qui a été opérée, j'ai ma belle-sœur de 60 ans qui a été opérée, mais on retarde le plus possible à cause de la durée de vie de la prothèse totale de hanche. Malheureusement, pendant ce temps-là, les gens ont beaucoup de souffrance. Donc, si j'ajoute à ça, pensant que les gens sont arthrosés, que je vous ai dit que la tête a tendance à monter dans l'acétabulum, donc dans le plafond de la hanche, bien, il faut que j'aide à dégager ça. Je vais vouloir faire quoi? Pour ceux qui ont pris des tractions à l'articulation de la hanche, la traction coxo-fémorale, je vais vouloir donner un petit peu d'espace pour enlever la compression. Alors, tous les muscles longitudinales, alors votre psoas, votre quadriceps, votre TFL, les ischio-jambiers, qui eux s'attachent au bassin, auront tendance à vouloir faire monter vers le haut la tête fémorale, donc faire plus de compression. Et les gens arthrosés au niveau de la hanche auront une attitude, ce qu'on appelle une attitude vicieuse, c'est-à-dire en flexum. Donc, une personne qui a une arthrose au niveau de la hanche n'aura pas une hanche positionnée en position droite. Il va avoir ce qu'on appelle un flexum, parce que la hanche demeure en flexion. Et tout dépendant des mouvements limités, vous pourrez donc voir une personne avec un flexum et une adduction, une rotation médiale. Fait que ça, c'est une position, fait que les gens vont boiter énormément parce qu'il n'y a pas de flexibilité dans l'articulation. C'est pourquoi je vous dis, donner de l'amour à l'autre côté aussi pour dégager les tensions qui s'ajoutent par la charge de travail. Ça va? Good. Parfait. Et région inguinale, puis tantôt j'ai parlé, bien sûr, tout le petit bassin, toutes les parties gynécologiques qui pourraient faire des douleurs référées dans ces zones-là. C'est donc possible aussi. Alors, hein? Non. Donc, je m'en viens au genou. Alors, si je fais une petite biomécanique au niveau du genou, j'ai donc tibia, le tibia avec la partie supérieure des condyles, qu'on appelle des plateaux. À ça, positionné légèrement plus bas et en arrière, j'ai la tête de la fibula. Et j'embarque les condyles. Tu vois-tu bien, Manon? On voit-tu bien ça, TV? OK. Oui, mais tu vois bien. OK. Donc, les condyles qui embarquent par-dessus les plateaux. Là, c'est sans compter que je ne suis pas os sur os. Sur les plateaux tibiaux, j'ai ce qu'on appelle des ménisques. Ménisques internes, ménisques externes. À l'intérieur, deux ligaments qui sont comme ça, qui rentrent à l'intérieur, qu'on appelle les ligaments croisés. De chaque côté, j'ai des ligaments qu'on appelle ligament longitudinal, pas vrai, ligament latéral, ligament latéral médial. Et vous avez ce qu'on appelle maintenant le ligament patellaire, anciennement appelé le tendon rotulien, qui est l'attache du quadriceps qui passe dans la patella. Ça marche? Et comment ça fonctionne? Bien, tout simplement, quand je fais des flexions au niveau des genoux, il y a une certaine biomécanique et les ménisques travaillent et suivent les mouvements là-dedans. Comme la patella aussi, quand on fait des flexions, ben la patella, elle roule ou glisse, si on veut, dans l'échancrure ici et permet de circuler. La patella est un bras de levier à votre muscle quadriceps. Donc, grosso modo, c'est ça. Il y a du mouvement dans toutes ces articulations-là, donc entre la tête de la fibula et le tibia. La patella a du mouvement. Et entre la fibula, entre le tibia
et le fémur, il y a aussi des mouvements. Good! Alors, je prends un petit peu de temps pour faire cet historique-là. Et vous pouvez entendre parler de lésions méniscales que vous avez déjà eues, qu'un de vos proches a déjà eu, qu'un de vos clients aura été opéré parce qu'il y a eu une lésion méniscale, ou que vous voyez un client qui a eu un diagnostic de lésion méniscale. Alors, les ménisques, c'est un fibrocartilage très peu vascularisé et leur objectif, c'est tout simplement d'augmenter la concavité pour permettre un meilleur mouvement, un meilleur emboîtement au niveau du genou. Ne pas oublier que le genou est donc la plus grosse articulation qui est à l'extrémité de deux grands bras de levier avec très peu de stabilité. Donc, vous voyez pourquoi il y a autant de lésions au niveau du genou. Alors, j'ai parlé, il y a toute la musculature qui s'attache là. Il y a les ménisques que je suis en train de vous dire. Il y a la patella elle-même. Il y a les ligaments et il y a les bourses. Il y a vraiment plusieurs bourses, donc qui est fait pour protéger l'articulation du genou qui est installée au niveau du genou. Alors, la caractéristique d'une lésion méniscale, c'est que la personne aura un mouvement limité, c'est-à-dire il y aura une perte de souplesse, soit en extension complète ou en flexion complète. L'embonpoint peut-elle être responsable aux hanches ou à l'aine? Oui, bien sûr. Excusez-moi, je vais juste répondre à la question. Toute personne souffrant d'embonpoint, il y a une problématique plus à risque pour la hanche, le genou et la cheville, ainsi que la région lombaire et lombo-sacrée, qui sont la majorité, qui sont les articulations porteuses du poids au niveau du corps. Alors, il est certain, moi je peux vous dire que j'ai des clientes qui ont perdu 50, 60, 75 livres, et ça change drastiquement les symptômes, les inconforts qu'ils pouvaient avoir à la hanche ou au niveau du genou. C'est sûr, c'est vraiment une grosse contrainte. Good. Alors, les ménisques, et bien sûr, nous, en massothérapie, on est vraiment donc limité. Un problème d'une lésion méniscale, qu'elle soit minime ou majeure, ben, il y a un problème à l'intérieur de l'articulation. Fait que généralement, c'est suivi en physiothérapie ou généralement par un médecin, un orthopédiste ou un médecin de médecine sportive ou un physiatre. Et là, ils vont décider s'ils ont besoin d'être opérés ou pas. Les grandes lésions, alors plus la lésion est grande, plus le genou est limité dans son mouvement. Alors, plus il y aura la personne, votre sujet ou quelqu'un que vous connaissez à la maison sera limité, soit il ne sera pas capable de venir plus en extension ou plus en flexion. Pourquoi? Parce que comme les condyles roulent, poignent la brèche, le trou, ben à ce moment-là, ça break, puis le mouvement n'est plus possible. Donc, on est quand même assez restreint à ce niveau-là, à moins que la personne ait eu une méniscectomie. Alors, on a fait une ablation de la partie lésée du ménisque, il y aura eu un protocole qui aura été suivi. Ils sont bêtes à nain, eux autres, qui sera suivi en physiothérapie. Bien, moi, je vais m'adresser encore là au système musculaire, puis je vais aller aider à décongestionner. S'il y a de l'édème, on va faire le massage en appel. Fait que je vais commencer au niveau de la hanche. Je vais ouvrir, je vais désengorger tout mon système ganglionnaire et je vais prendre la cuisse. Puis après ça, je prendrai l'édème que je vais monter au niveau de la hanche. Donc, les lésions méniscales possibles, les lésions ligamentaires. Alors, généralement, lorsque vous avez une lésion ligamentaire, ben ça s'adresse, on parle de entorse ligamentaire. Donc, vous aurez des atteintes au niveau du ligament médial,
lorsque votre personne aura subi un traumatisme en ouverture, les ligaments latérales lorsque l'ouverture sera du côté latéral. Pour les gens qui auront eu des atteintes au niveau du croisé antérieur, son rôle, c'est de retenir le tibia et le postérieur. Donc, des traumatismes, souvent, la caractéristique, puis j'ai trouvé ça vraiment génial, je lisais ça dans un livre, la majorité des lésions au niveau du genou traumatique ne sont pas dues à des traumas où est-ce qu'on voit, mettons, au football, que la personne tombe sur le genou. Oui, ça l'arrive, là, bien sûr, mais le trois quarts des blessures au niveau du genou sont souvent rencontrées à la fin du sport parce que la musculature est fatiguée et ne fait plus bien son travail. Donc, d'empêcher un mouvement rapide et brusque et le muscle doit se contracter. S'il ne le fait pas bien, à ce moment-là, les douleurs, le muscle ne fait pas sa contraction et c'est le ligament. C'est l'articulation qui va le prendre. D'où, à ce moment-là, ben, il y aura une déchirure à des degrés différents. Vous savez qu'il y a des stades de lésion dans les entorses qui fera ça. En plus de la flexion et l'extension, il y a de la douleur dans les symptômes, j'imagine. Dans les symptômes de quoi? Claire? Dans les symptômes d'entorse, dans ces symptômes de lésion méniscale. Fait que, en tout cas, si c'est les ménisques, c'est sûr, quand il va bloquer, mais généralement, la douleur a été perçue au moment du traumatisme. Oui, je défile avec les douleurs et je vais parler du kyste de Becker, du kyste poplité tantôt. Donc, les ménisques, possible. Les entorses, alors j'ai 4 ligaments principaux, les médiales, les latérales et les croisés, possible. Fait que généralement, c'est à la suite d'un faux mouvement ou d'un traumatisme. Bien sûr que ces gens-là sont suivis en physiothérapie parce qu'il y a des protocoles pré- ou post-opératoire ou à la suite des entorses. Et nous, on peut accompagner éventuellement. Oui, fait que c'est ça, Claire. La douleur est surtout au mouvement du traumatisme. Et après ça, lorsque ça va limiter en flexion ou en extension, la douleur sera là. Mais il ne faut pas oublier que le ménisque est à vasculariser, donc sensible. Il y a peu de sensibilité. À moins, parce qu'il n'est pas rare que dans une lésion méniscale, si le traumatisme a été important, il peut s'accompagner d'une lésion ligamentaire, d'un ligament latéral là, ou d'un ligament croisé, tout dépendant du traumatisme. Alors, good, je vous parle des bursites. Les bursites, il y en a énormément, il y en a vraiment beaucoup au niveau du genou. Alors, il y a les bourses, il y en a une sous le dessus, une sous le dessus, 2 en dessous au niveau rotulienne. Il y en a une au niveau de la patte doigt. Il y en a au niveau des gastrocs. Alors vraiment, il y a plusieurs bourses. Je vous dirais que d'emblée, c'est les bursites à la région antérieure que vous allez rencontrer, et particulièrement chez des gens qui vont travailler à genoux. Sans appui, donc sans genouillère. Là, le jardinage va commencer, la chaleur sort. Les gens travaillent directement en appui sur le genou, sur la terre, sur du béton, ou quelque chose comme ça. Alors, idéalement, c'est de faire une suggestion d'avoir un petit tapis mousse ou des genouillères pour adoucir ça, ou ça va être rencontré souvent chez des poseurs de céramique, de plancher, et ainsi de suite. Donc, les bursites, tout dépendant des bursites, ça arrivait à la suite où une personne glisse direct sur le genou et inflamme la bourse. Comme les bursites antérieures sont pas mal en relation avec le quadriceps, vous pouvez vous dire que les douleurs seront donc perçues quand la personne sera à genoux ou quand elle fera une flexion prolongée, assez accentuée au niveau du genou, qui va donc tendre le tendon et augmenter la compression sur la bourse. Donc, idéalement, vous dégagez beaucoup votre quadriceps pour les bourses antérieures.
Et à l'inverse, la bourse postérieure, c'est au niveau des gastrocs. Vous allez travailler à dégager vos gastrocnémiens, qui sont vos jumeaux. Ou la bursite au niveau de la patte doigt. Ça, on va la rencontrer justement chez des personnes en bon point, parce qu'il y a une tendinite aussi là. Et il y a des gens avec un genou qui rentre à l'intérieur qui peut aussi favoriser ça. Ça, c'est les bursites. Puis, pour aujourd'hui, je vais terminer avec, parce que tout le monde pose la question, le kyste de Becker, communément appelé le kyste poplité. Et le kyste de Becker se situe donc à l'arrière du genou, dans le creux poplité. Il y a un espace où est-ce que passe votre paquet vasculo-nerveux, c'est-à-dire à l'intérieur des attaches des gastrocs. Puis vous savez qu'à l'extérieur des attaches des gastrocs, j'ai aussi l'attache des ischio-jambiers. Donc là, a tendance à sortir un kyste de Becker qui sera confirmé par le médecin. On peut avoir fait une radiographie, un arthroscan. Et les kystes de Becker sont quand même assez difficiles à récupérer. Les gens vont faire plusieurs approches. C'est assez difficile. On dit que le kyste de Becker va finir par partir d'emblée par lui-même. La particularité de mon ami qui est orthopédiste m'avait déjà dit qu'un kyste de Becker va avoir tendance à se présenter à la suite d'une phase inflammatoire au genou. Et si vous lisez dans la nomenclature pour un kyste de Becker, vous allez voir que c'est comme si que le kyste de Becker cache peut-être une autre pathologie qui a débuté par une grande inflammation et la réaction secondaire du kyste de Becker serait là. Le kyste de Becker pourrait, tout dépendant de sa grosseur, et si la personne a un mouvement forcé en flexion, finir par comprimer le kyste et bien sûr le faire éclater. Il est rempli de liquide synovial, va s'en aller. La majorité du temps, il est traité par infiltration de cortisone dans l'objectif de l'assécher et ce qui dissout. Personnellement, en massothérapie, je considère qu'on est aussi limité. Par contre, si vous connaissez la musculature qui fait partie à la région postérieure au niveau du genou, on parle donc gastroc en postérieur, de chaque côté les attaches du côté interne des semis, du côté externe du biceps fémoral. Juste un petit peu en haut du pli du genou, vous allez avoir le plantaire, anciennement le plantaire grêle, et en dessous, vous avez le poplité. Alors, si le kyste prend beaucoup d'espace et que j'ai en plus beaucoup de tension de ces muscles-là, j'ajoute une diminution de l'espace. Alors, moi, mon travail musculaire sera quoi? Essayer de faire de l'espace au kyste pour qu'il soit moins comprimé, donc moins douloureux. Alors, je vais travailler en fonction de relâcher les ischios, les gastrocs, le plantaire et le poplité. Donc, en enlevant ces tensions-là, j'aide à donner de l'espace. Qu'est-ce qui cause un craquement au niveau du genou lorsque la personne... Un craquement, oui. Un claquement. Généralement, c'est la patella. Il y a juste la patella qui peut faire ça. Alors, je vais en parler la semaine prochaine, ce qu'on appelle des syndromes fémoro-patellaires, ou tout dépendant de l'âge de la personne, ça peut tout simplement être de l'arthrose. Kyste ganglionnaire en latéral qui apparaît et disparaît, liquide synovial de la capsule articulaire. Kyste ganglionnaire, honnêtement, je ne suis pas habituée de voir ça en latéral. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du genou pour le liquide synovial, au niveau de la capsule articulaire? Donc, on parle de l'eau dans le genou, de l'édème, qui est rencontré sans cause idiopathique, particulièrement chez la femme. Donc, la femme fait de l'enflure, de l'édème intra-articulaire au niveau du genou, puis souvent, ils vont être ponctionnés et ils vont avoir été suivis en physio par la médecine, ponctionnés, anti-inflammatoires, et ça apparaît comme ça, et ça disparaît comme ça.
Alors, pour le kyste ganglionnaire en latéral, je suis vraiment désolée, ça ne me dit rien. Je peux peut-être aller voir cette semaine qu'est-ce que ça pourrait, mais je ne suis pas habituée de voir cette pathologie-là au niveau du genou. S'il vous plaît, répétez les 2 dernières bursites. Je ne sais pas laquelle j'ai dit. Alors, vous avez les bursites qui sont en relation avec le tendon rotulien. Il y a sur la patella, une au-dessus de la patella, sur la patella superficielle, une profonde, et en dessous, une superficielle et une profonde au ligament patellaire. Donc, à ce niveau-là, il y a la bursite au niveau de la patte doigt, et il y a aussi les bursites en haut, il y a les gastrocs, donc à l'arrière du genou, à l'attache des gastrocs, à cette partie-là en haut. Donc, vous devez vraiment désengorger la musculature qui coince en postérieur l'articulation du genou. Ça va? Et la semaine prochaine, on en revient avec les tendinites, la chondromalacie, l'arthrose au niveau du genou et les luxations patellaires. On va continuer la suite des pathos parce que là, il s'en vient tard. Puis, on va ajouter celle au niveau de la cheville. Je veux juste vous laisser, avant de terminer, pour vous dire que au niveau de la hanche, j'ai quand même 22 muscles. Alors, 22 muscles qui me font une douleur référée à la hanche et particulièrement 3 muscles qui ne croisent pas du tout l'articulation de la hanche que vous allez rencontrer. Donc, les spinaux. Les spinaux font des douleurs référées dans la hanche. Quand je parle de douleurs référées à la hanche, je parle région antérieure, région postérieure, latérale, médiale, toutes régions confondues. Alors, référez-vous, allez voir les trigger points des spinaux, du carré des lombes et des muscles obliques, donc oblique interne, oblique externe, et bien sûr, tous les autres muscles qui coincent l'articulation de la hanche. Le psoas, l'iliaque, les fessiers, le piriforme, les pelvis trochanteriens, les semis, le biceps fémoral long chef, le tenseur du fascia lata particulièrement pour la bursite, le sartorius et trop drôle, les vastes latérales médiales ainsi que le vaste intermédiaire qui sont les 3 muscles qui ne s'attachent pas du tout, qui ne croisent pas l'articulation du genou, sont à partir du grand trochanter et en dessous, font une douleur référée à la hanche, tandis que votre doigt fémoral fait une douleur référée vers le bas au niveau du genou. Et bien sûr, excusez-moi, pectiné, grand et long adducteur, cette musculature-là. Donc, travaillez. Allez voir les tensions. Écoutez comment que le client vous parle de quels sont les mouvements qui peuvent être incommodants pour lui. Ça marche? Bien sûr, je travaille le système musculaire. Je suggère majoritairement du temps beaucoup de chaleur au client et de l'automassage avant de lui dire que s'il voulait s'aider et faire la prévention sur ces tensions, combiner à tout ça un étirement musculaire. Alors, les outils, l'outil qui coûte le moins cher, un rouleau à pâte chez Dollarama 1,25 et non 125. Le super petit rouleau qui est quand même génial, Costco, 12,95 je pense. Il y a des rouleaux avec des pics, 3 balles, qui est super. Prenez tous les rouleaux confondus. Comme je vous ai dit à la région thoraco-lombo-pelvienne, les foam rollers sont wow. C'est juste que pour moi, c'est plus difficile. Il faut que je me supporte beaucoup avec le haut de mon corps et c'est plus difficile. Donc ça, c'est vraiment génial. Et les balles confondues. Alors, on parle des balles de Yoga Tune-Up. Bien sûr, les grosses, les petites. Elles sont dispendieuses. Vous pouvez vous amuser et aller chez Dollarama et trouver des belles petites balles bleu, blanc, rouge qui sont un petit peu plus denses que les balles de chien à laquelle vous pouvez mâcher, qui va vraiment aider. Et si vous voulez avoir un conseil vraiment facile à faire pour vos clients qui présentent des douleurs au niveau de la hanche, invitez-les
à varier leur position, particulièrement pour ceux qui travaillent en position assise. Pour ceux qui seront debout longtemps, bien vouloir prendre des pauses assis. Et, s'il vous plaît, de prendre une belle habitude et de se tenir sur ses deux membres inférieurs. Alors, je vous invite à aller voir notre principe, notre philosophie de pensée qu'on a mis sur notre page Facebook, nos locaux, et on vous invite la semaine prochaine à voir la suite. Et maintenant, les membres du réseau des massothérapeutes professionnels ainsi que l'Association des massothérapeutes du Québec, vous pouvez vous faire accréditer comme 1 heure de formation. Oui, j'en ai de ces balles. OK, oui, parfait. Good! Tu peux répondre aux questions plus tard parce qu'il y en a que tu n'as pas répondu. Ah, il y en a que je n'ai pas répondu? OK. Tu peux les répondre personnellement. Ben écoutez, soit la semaine prochaine, je rentre avec ça, ou d'ici vendredi, je vais m'adresser directement à vous en voyant les questions à qui je n'aurais pas répondu. Je suis très contente que vous appréciez, que vous trouvez ça intéressant. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis en gratitude envers vous. Bonne semaine. Soyez en bon confinement. Profitez de la nature quand même et attention à vous. Belle fin de journée. Merci.